merci. Dans un premier temps, j'aimerais vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues. Merci d'être là, d'être avec nous, de prendre ce temps-là avec Evol et avec Audace au féminin. Je me présente, Patricia Corriveau. Je suis chargée de projet chez Evol, anciennement Femmes et Sœurs, depuis maintenant 5 ans. Euh, ça me fait un grand plaisir d'être avec vous pour assurer un petit bout de l'animation aujourd'hui avec ma collègue Joanie, qui sera aussi responsable, c'est elle dans le clavardage qui va discuter avec vous, qui va prendre vos questions et tout ça. Donc, Joanie qui est coordonnatrice des projets d'accompagnement également chez Evol depuis déjà quelques années. Donc, merci d'être là, Joanie. Et tout juste avant de laisser la parole à nos deux conférencières, pour ceux et celles qui seraient peut-être un petit peu moins familières avec notre organisation, c'est vraiment important pour moi de vous dire que Evol, bien, on œuvre dans les 17 régions du Québec en soutenant les entreprises à propriété inclusive et diversifiée, pardon, par du financement et de l'accompagnement. Donc, c'était tout naturel, mais surtout un grand bonheur de travailler en collaboration avec les gens de chez Audace au féminin pour vous présenter le webinaire d'aujourd'hui sur les bonnes pratiques en termes d'équité, de diversité et d'inclusion. Je vais vous inviter, parce que moi, je pourrais vous parler des vols pendant 4 heures, si je voulais. Mais je vais vous éviter ça, puis je vais vous inviter à consulter, à aller voir notre site Internet si vous souhaitez en savoir davantage sur nos différents services, à visiter également le site Internet d'Audace au féminin. Et juste avant de débuter officiellement, vous avez vu, la présentation d'aujourd'hui est enregistrée parce qu'on va pouvoir vous la transmettre par la suite pour que vous puissiez la revoir si vous le souhaitez. Et là, je vais vous donner les règlements. C'est la partie protocolaire. Il y a des petites règles qu'on souhaite suivre. Bien entendu, le plus possible de laisser vos micros fermés, mais idéalement vos caméras ouvertes. Le virtuel, c'est bien pratique, mais c'est toujours le fun d'avoir le sentiment qu'on est avec du vrai monde, qu'on voit vos visages. Donc, si vous le souhaitez, ce sera assurément plus plaisant pour nos deux conférencières. Au niveau des questions, on vous invite à adresser vos questions dans le clavardage. Comme je vous l'ai dit, Joanie va prendre les questions, l'ordre à laquelle elles sont adressées. Et dépendamment de la question, on va pouvoir soit l'adresser directement à Descherling ou à Juni ou garder la question pour à la fin. Là, il y a une petite période de questions qui est prévue aussi. Donc, c'est pas mal juste ça, nos règlements. On n'est pas ben plus sévère que ça. Puis, bien entendu, on pourra également, si à la fin, vous avez différentes questions et ces choses-là, on pourrait vous mettre en contact avec Descherling et Juni. On a l'habitude de pouvoir faire ce genre de lien-là. Donc, sans plus tarder, j'aimerais vous introduire, je les ai nommés Descherling, Juni de chez Audace au féminin. Ce seront les deux personnes qui vont vous entretenir pour la prochaine heure. Donc, dans un premier temps, merci, mesdames, d'avoir accepté cette invitation. Et puis, je vous laisserai vous présenter individuellement. Merci beaucoup, Patricia. Merci, Joanie. Merci, Evol, de nous donner cette opportunité de présenter le webinaire d'aujourd'hui. Mais avant tout, je vais prendre le temps de me présenter. Donc, je suis Descharline Cadet, directrice de projet de développement entrepreneurial à Audace au féminin. Audace au féminin, qu'est-ce que c'est? C'est une OBNL, c'est un mouvement inclusif qui met en lumière les femmes noires qui brillent dans l'ombre. Notre mission, c'est vraiment d'outiller les femmes noires, les femmes afrodescendantes, afin qu'elles puissent avoir leur plein potentiel dans leur projet d'entreprise, mais aussi dans leur développement professionnel. Je vais laisser la place à Junie de se présenter. Et ensuite de ça, tout juste avant qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet, on va avoir une petite activité brise-glace qui se fait bien en virtuel. Alors, Junie. Merci beaucoup. Merci à Yvonne de l'invitation. Je me présente Junie Saint-Fleur. Je suis consultante indépendante en EDI. J'ai travaillé des années dans le développement international avec des organisations de la société civile et des groupes en quête d'équité. Et la question de l'équité, la diversité et l'inclusion là, fait partie de mon quotidien depuis plus d'une, j'arrête pas de dire dizaine d'années, mais dans le fond, quand je regarde, là, on parle de plus d'une quinzaine d'années. Ça dit un peu sur mon âge.
Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup, Junie, d'avoir accepté l'invitation. Donc, avant de commencer, ce que je vais vous demander, je vais demander à tous et chacun, parce que c'est quand même un grand sujet lorsqu'on parle de EDI, lorsqu'on parle aussi de stratégie d'affaires et de quelles sont les bonnes pratiques. Alors, afin de bien dresser la table, je vais demander à chacun d'entre vous de fermer les yeux. Je sais qu'il y en a qui sont en train de dîner entre-temps, mais on va juste prendre 30 petites secondes. Donc, je vais demander à tout le monde de fermer les yeux. Et aujourd'hui, je veux vraiment qu'on puisse, pour commencer, qu'on puisse savoir quel est votre niveau de confort lorsqu'on parle de EDI, lorsqu'on parle de stratégie d'affaires et de bonnes pratiques. Donc, je vais vous citer certaines statistiques et à la fin de cette citation-là, vous pouvez écrire sur le chat votre niveau de confort. Est-ce qu'on est confortable, très confortable, neutre ou pas du tout confortable? Donc, ça va nous permettre à Junie et moi d'être en mesure de bien vous accompagner. Et on va refaire aussi le même exercice à la fin pour voir, suite au webinaire, comment vous vous sentez dans le sujet. Donc, fermons les yeux. Alors, selon les données de recensement canadien de 2016, les personnes d'origine arabe, latino et les membres des communautés noires ont un taux de chômage près de 2 fois plus élevé que la moyenne de la population. Selon l'enquête canadienne sur l'incapacité réalisée en 2017 par Statistique Canada, seulement 59% des personnes vivant avec un handicap participaient au marché du travail, par rapport à 80% des Canadiens n'ayant aucune incapacité. 13% des Canadiens noirs ont déclaré avoir été victimes de discrimination au travail ou dans le contexte d'un processus d'embauche en 2014. Selon une étude menée par des chercheurs de la Faculté de médecine de l'Université de Toronto en 2022, les patientes femmes sont plus susceptibles de mourir ou d'éprouver des complications après avoir été opérées par un chirurgien homme par opposition à une femme. Vous pouvez réouvrir les yeux et nous écrire dans le chat suite à ces statistiques, quel est votre niveau de confort? Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est important aussi de voir quelle est la balance. C'est un peu aussi tout dans un processus pédagogique. Lorsqu'on parle d'apprentissage, souvent, on va parler de sujets, des fois, qui peuvent nous mettre un peu mal à l'aise ou des thématiques un peu qui nous mettent, tu sais, qui peut nous faire un peu de quoi, là, qui joue un peu dans notre intérieur. Et c'est important de prendre connaissance de ce niveau de confort-là qu'on est pour savoir, ben moi, je me situe dans un niveau moyen, un niveau pas du tout confortable ou un niveau assez confortable parce que ça va nous permettre aussi de voir comment on va assimiler l'information que nous allons recevoir. Donc, si je regarde rapidement dans le chat et tout, OK, c'est pas encore marqué, donc c'est parfait. Donc, nous allons commencer. Comme je vous dis, aujourd'hui, ce sera vraiment de manière interactive, vraiment de manière d'un dialogue, d'une discussion. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions ou des interrogations, vous pouvez toujours l'inscrire dans le chat. Donc, on est confortable, inconfortable, peu confortable, parfait. Alors, Junie, on parle, en ce moment-là, comme on peut dire, c'est assez tendance de parler d'équité, diversité, inclusion. Ce sont des concepts qui sont vraiment importants, mais qui ont aussi chacun leur propre définition. Donc, avant qu'on puisse commencer vraiment dans le vif du sujet, j'aimerais, Junie, que tu puisses en mesure de nous donner un peu quelles sont les définitions d'équité, diversité, inclusion, mais aussi, ça veut dire quoi exactement là? On en entend parler là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une bonne question parce qu'en effet, on entend souvent ces termes-là, mais lorsqu'on regarde l'application qui est faite de ces termes-là, on se rend compte souvent que peut-être les gens n'ont pas tout à fait euh, une compréhension approfondie des termes. Et ça crée souvent ce qu'on appelle du symbolisme au lieu d'être vraiment un travail en profondeur. Euh,
Puis, je veux revenir un peu sur l'activité qu'on vient de faire au niveau de l'inconfort. Ce qui est important d'avoir ou de retenir, on a parfois un inconfort lorsqu'on entend des statistiques comme ça, mais c'est un inconfort qui est, j'aime ça les appeler les beaux malaises. Parce que si on ne parle pas de... C'est un inconfort parce on n'est pas confortable de parler de ça, mais si on ne parle pas de ça, ben, il y a aucune possibilité de régler ces situations-là. Alors, en parler, bien comprendre les concepts, ça devient une priorité ou une nécessité. Puis quand on regarde les concepts, moi, je viens toujours partir des concepts de base. Alors, mes concepts de base, c'est égalité et on pourrait dire versus équité et diversité versus inclusion. L'égalité, c'est l'idée que tout le monde devrait recevoir le même traitement hein, sans tenir compte de différences. C'est pas c'est pas un mauvais concept. Cependant, il y a on pourrait dire une faille par rapport à ce concept parce que ça va avec la prémisse que tout le monde, on part sur le même point de départ ou qu'on est tous pareils. Alors que la réalité, c'est que les gens sont différents, ils ont des marqueurs identitaires différents et aussi ils ont des besoins différents. On vit dans une société hein, qui comprend beaucoup de systèmes. Certaines personnes vont aller même jusqu'à dire des systèmes d'oppression qui ont un impact sur les gens. Alors, quand on suit le concept d'égalité en disant que tout le monde doit être traité pareil, eh bien, on ne fait pas attention à justement ces systèmes d'oppression qui interagissent et les marqueurs identitaires que chaque personne a. Mhm. Alors, et c'est là que l'équité devient intéressant. Je suis sûre que vous avez sûrement, je tourne la tête comme ça parce que mon écran pour vous voir est là, je ne vais pas vous ignorer. Mais souvent, les gens, vous avez sûrement déjà vu cette image qui est très populaire lorsqu'on parle d'équité, diversité, inclusion. Oxfam est une des organisations qui a popularisé cette image où ce qu'on voit trois personnes de grandeur différente qui sont devant une clôture et de l'autre côté de la clôture, il y a un match. Hein, je suis sûre que beaucoup d'entre vous, si vous êtes intéressés le moindrement à des questions d'équité, diversité, inclusion, vous avez vu cette image. Et c'est là que l'équité vient jouer un rôle. C'est que ces gens qui sont de grandeur différente, si on applique sur eux le principe d'égalité, on fait que leur donner une boîte à chacun, mais ça ne règle pas le problème. Parce que la personne qui est assez haute pour voir au-delà de la clôture, avoir une boîte, ça ne fait pas de différence pour elle parce qu'elle le voit déjà sans la boîte. L'autre personne qui voit à demi, ben oui, peut-être qu'elle voit, mais la personne qui est vraiment la plus petite, avec une seule boîte, elle est toujours dans le noir, hein, qu'elle peut voir le match seulement à travers le grillage de la clôture. Et c'est là que l'équité vient jouer en disant, ben, on regarde les facteurs identitaires de chaque personne, on regarde c'est quoi leurs besoins et on leur donne, on agit avec eux dépendamment de leurs besoins. Puis, alors, l'équité devient l'outil qui nous permet d'atteindre l'égalité. Pour moi, c'est ces deux concepts. La diversité et l'inclusion, ben pour moi, je vous dirais, la diversité, c'est de s'attarder à qui est-ce qui est autour de la table, mais sans se poser la question de comment les gens qui sont autour de la table interagissent. C'est qu'on souvent on va voir ça, hein, les gens vont dire ah ben non, on pense à notre entreprise puis on leur dit ben est-ce qu'il y a de la diversité dans vos entreprises puis ils disent oui, ah oui j'ai deux personnes qui vivent avec des handicaps, j'ai tel nombre de femmes, j'ai tel nombre de personnes qui viennent des groupes racisés. Et là, ça s'arrête là. Et là, malheureusement, si on s'arrête là, on tombe dans le symbolisme où ce que on regarde pas, ben ils sont présents, mais c'est quoi leur expérience? Est-ce qu'ils participent à la conversation? Est-ce qu'ils participent aux prises de décision? Est-ce qu'ils ont même du pouvoir hein, dans cet environnement-là qu'on a créé? Fait que vraiment, c'est de base, là, tu sais, je vous donne un peu la distinction qu'il y a entre ces concepts. Avec la diversité, on regarde juste les gens, mais si on veut vraiment une vraie inclusion, on va regarder ben, comment ces gens-là participent autour de la table. OK, OK, parfait. Donc,
Ça veut dire que je pense que c'est assez clair au niveau d'équité et égalité. Équité, vraiment, c'est un peu, on pourrait dire, le comment, le moyen, au fait, qu'on peut utiliser pour s'assurer d'avoir une société un peu plus égalitaire. Et au niveau de diversité, inclusion, mais l'inclusion est aussi un peu le comment on peut s'assurer que la diversité puisse se sentir impliquée dans une organisation, que ça soit au niveau des ressources humaines, fournisseurs et clients. Par contre, on dirait encore une fois que cette notion d'inclusion est comme un peu arbitraire ou on n'arrive pas à l'atteindre ou c'est comme si, c'est là, mais c'est comme un peu dans l'imaginaire. Comment dans un pratico-pratique, parce que je pense qu'aujourd'hui, tout le monde qui est ici présent essaie de voir ben, qu'est-ce qu'on peut appliquer, qu'on serait capable de se retourner auprès de nos employés ou auprès de la direction pour voir, mais qu'est-ce qu'on peut appliquer pour dire que, OK, parfait, notre organisation est vraiment inclusif dans ses approches. Est-ce qu'il existe une boîte à outils? Est-ce qu'il existe une façon de faire? Est-ce qu'il existe, tu sais, dans le pratico-pratique, comment ça se passe pour de vrai? Est-ce qu'il existe des exemples qui se sont passés dans des organisations sur lesquels on peut aussi s'inspirer? Ah, je vais vous décevoir, là, mais malheureusement, il n'y a pas de... il n'y a pas de solution magique quand on parle d'équité, diversité et inclusion. Euh, une analogie qui circule beaucoup lorsqu'on parle d'équité, diversité et inclusion, ou même lorsqu'on parle de biais inconscients. Hein. Un élément qui est important de comprendre lorsqu'on est dans le domaine de l'EDI, c'est l'importance des biais inconscients dans ça, parce que ça joue. Alors, quand on parle de biais inconscients, tout le monde en a parce que c'est un peu une façon que notre cerveau digère l'information qu'elle reçoit. Puis, à cause que c'est quelque chose qui est dans la façon que notre cerveau digère l'information, c'est quelque chose qu'il faut faire en continu. Une analogie qui est souvent utilisée, c'est celle du sac de poubelle. C'est qu'on est tous dans des logements, soit des maisons, soit des appartements, soit des studios. On est tous dans des logements et inévitablement, on va créer des déchets. Hein, hein. Il n'y a personne qui va me dire que dans son lieu de vie, dans son environnement de vie, il n'y a pas un sac, il n'y a pas une poubelle avec un sac de poubelle. Ben, ce sac de poubelle, si vous décidez que vous le sortez même juste une fois par mois, ben, très rapidement, vous allez vous retrouver avec des problèmes dans la maison. Parce que vous allez avoir peut-être des amis que vous ne voudriez pas avoir dans votre environnement de vie. Ben, c'est la même chose pour les biais inconscients. C'est pas quelque chose que, bon, je prends un cours ou j'ai une conversation, puis basta, c'est réglé. Non, c'est quelque chose qu'il faut faire en continu. Ce qui veut dire que lorsqu'on veut avoir des entreprises qui sont plus inclusives, c'est pas une question de avoir la solution. Hein? Ce n'est pas une question que Junie me donne la solution, mais c'est plutôt une question de poser les bonnes questions. Hein? Que lorsque vous regardez votre entreprise, vous vous posez les bonnes questions. Alors, au niveau de la diversité, hein, je vous ai expliqué c'est quoi la diversité puis l'inclusion. Mais quand on va parler de la diversité, on va poser des questions de OK, ben, qui est-ce qui est présent? Qui est-ce qui est dans mon entreprise? Et surtout, qui est-ce qui n'est pas dans mon entreprise? Puis pourquoi ces groupes-là ne sont pas là? Hein, quand on regarde la composition de vos organisations, de vos entreprises, puis ne pas se limiter à l'échelle locale, mais certaines de vos entreprises peut-être ont des représentations internationales ou régionales. Alors, c'est de regarder c'est quoi la composition hein, au niveau local, au niveau régional, au niveau national ou même international. Et même qui va participer aux prises de décision. Au niveau de l'inclusion, c'est de demander ben, comment l'entreprise dit qu'elle valorise la diversité, ben, comment elle le fait. Mhm. Et pas juste comment elle le fait, mais comment les gens qui sont membres de ces différentes communautés, comment elles voient leur participation, puis comment elles se sentent dans cet environnement. Au niveau de l'équité, on peut se poser des questions sur quel genre d'obstacles sont dans mes processus, dans mes politiques, qui font que j'ai pas la représentation de certains groupes. Mhm. Puis, une fois que j'ai identifié ces choses, c'est de se poser la question de qu'est-ce que je peux mettre en place qui va
éliminer ces barrières ou au moins diminuer l'impact de ces barrières qui existent. Puis c'est vraiment, il faut être intentionnel. Je ne sais même pas si ça se dit, je travaille beaucoup en anglais, et en anglais, on va dire you need to be intentional. Alors, il faut être intentionnel dans le sens que souvent, on va voir des organismes qui ont un peu cette phrase générique, oui, nous croyons dans la diversité. Hein? Ils auront ça sur leur affiche pour le recrutement, ils auront ça, tu sais, je sais pas, mais quand tu lis la phrase, ça ne dit pas qu'est-ce qu'ils veulent faire, ça ne dit pas qui est-ce que ça vise, ça ne dit pas comment, puis ça ne dit surtout pas le pourquoi. C'est qu'il faut plutôt il faut qu'une organisation présente que oui, elle veut s'intégrer, elle veut être plus inclusive, mais pour le faire, elle doit pouvoir répondre en anglais, on dirait les W. Alors, le quoi, qu'est-ce qu'elle veut faire exactement? Qui est-ce qui sera ciblé dans ce travail-là? Puis comment on va pouvoir arriver à ça? Et surtout le pourquoi. Pour moi, j'ai surtout le pourquoi parce que, bon, moi, je vous ai dit, je travaille dans ce domaine-là depuis plus d'une quinzaine d'années. Puis je vous dis que la résistance par rapport à des pratiques plus inclusives est très grande. Puis souvent, pour moi, la résistance, c'est parce que les gens n'ont pas une très bonne compréhension de pourquoi c'est nécessaire de faire ce travail. Puis là, je vous ramènerai aux statistiques que Descherline a présentées au début. Ça va jusqu'à coûter la vie. Hein, une étude de 2022 qui nous dit que les femmes, lorsque leurs chirurgiens sont des hommes, il y a un plus haut taux de mortalité. Hein, c'est des questions de vie. Mais quand on ne connaît pas ce pourquoi-là, on a tendance à croire que c'est pas si important que ça de faire ce travail-là. Donc, si je comprends bien, c'est que il faut, tu sais, on s'entend qu'il y a quand même plusieurs groupes qui sont sous-représentés. Plusieurs, tu sais, donc, tu sais, on parle de la communauté noire, les communautés culturelles, la communauté LGBTQ, les femmes aussi en général dans certaines régions ou dans certaines organisations sont encore extrêmement minoritaires. Donc, ça veut dire que si je comprends bien, il va falloir se poser la question en tant qu'organisation, de se dire aussi le qui, c'est de quel groupe qu'on veut aussi atteindre, parce qu'on ne pourra pas nécessairement atteindre tout le monde. Parce que souvent, présentement, ce qu'on essaye de voir ou qu'est-ce qui se fait, c'est que oui, on dit qu'on veut la diversité, puis on met des chiffres. Tu sais, on met tout le monde dans des cases, puis on se dit, OK, parfait, diversité, communauté culturelle, j'en ai 5, communauté noire, j'en ai 2, personnes vivant avec des handicaps, j'en ai 1. Mais ensuite de ça, comment ça se vit à l'intérieur de l'organisation, cette partie-là n'est pas nécessairement porter attention ou on ne porte pas l'écoute par rapport à ça. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas nécessairement aider tous les groupes, mais si on décide d'aider un groupe en particulier, il faut avoir un plan de match du comment et aussi d'être à l'écoute de ce qu'ils nous disent et d'assurer d'avoir un environnement. Absolument. Il faut toujours, lorsqu'on se dit qu'on veut faire ce travail-là, il faut se dire le quoi, qu'est-ce qu'on veut faire, qui sera touché, comment et pourquoi. Parce que ce n'est pas du one size fit all. Absolument pas. Ce n'est pas un travail que one size fit all. Chaque communauté, même s'il y a de l'allié, hein, il y a des alliances qui peuvent se faire parce que les expériences se ressemblent, hein, les revendications vont parfois se ressembler, mais il faut vraiment avoir des stratégies qui répondent à je veux avoir plus de personnes vivant avec un handicap parmi mon personnel, ben, qu'est-ce que je vais mettre en place? Et lorsqu'on met ces choses en place, hein, rapidement, on va se rendre compte que les bénéfices ne vont pas juste se limiter aux personnes qui vivent avec un handicap, mais ça va s'étendre, hein, à les personnes qui peut-être sont âgées. Éventuellement, on sera tous âgés à un moment donné. Alors, les personnes qui sont âgées, les personnes qui peut-être sont avec des enfants, hein, qui ont une poussette. Hein. Alors, si j'ai des portes qui s'ouvrent automatiquement, ça ne va pas juste bénéficier aux personnes qui ont un handicap, mais
un parent qui se promène avec ses enfants et qui a des poussettes ou qui a plusieurs sacs, ben, les portes automatiques vont leur être utiles aussi. Ça Mhm. veut dire que c'est vraiment avoir des stratégies qu'au départ, on vise un certain groupe, puis on met des choses qui vont atténuer, qui vont éliminer les barrières, qui vont faire de l'accommodement pour eux. Puis à la fin, on va réaliser que c'est bénéfique, non seulement pour ces groupes-là, mais c'est bénéfique pour tout le monde. Hein, c'est alors avoir en tête le quoi, qui, comment et pourquoi, c'est vraiment intéressant. Il y a un professeur de l'université de Harvard que j'aime beaucoup le travail qu'il fait au niveau de l'inclusion, la diversité, l'antiracisme. C'est le docteur Robert Livingstone. Robert Livingstone a un livre qui s'appelle The Conversation et il a beaucoup de vidéos aussi disponibles sur YouTube. Et lui, il parle souvent que lorsqu'on veut faire un travail qui est plus inclusif, ça doit être ancré dans trois éléments ou trois sections. Premièrement, l'éducation. Deuxièmement, la conversation. Et troisièmement, l'action. Mhm. L'éducation, ben, c'est un peu ce qu'on fait maintenant, hein, c'est les conversations et qui augmentent notre sensibilisation à la question. Hein, c'est ce qu'on fait maintenant. Ce qu'il appelle la conversation, c'est la collecte des données. Je ne peux pas vous dire à quel point c'est important d'avoir des données lorsqu'on parle de diversité et inclusion, mais pas juste des données en général, mais des données désagrégées, hein, qui ne vont pas museler la réalité des groupes qui sont un peu plus petits. Hein, qui ne vont pas se retrouver, ce n'est pas des données générales, mais des données qui regardent vraiment la réalité de ces groupes-là qui sont souvent muselés parce qu'ils sont noyés dans la masse. Alors, la conversation, c'est ça, c'est de collecter les données, de les analyser, puis d'essayer de mettre en place des choses. Et là, ça nous amène à la troisième chose que le docteur Livingstone mentionne, qui est l'action. L'action qui nous ramène, c'est ça, à des stratégies qui disent très clairement, qui établissent très clairement des solides programmes ou des solides stratégies qui répondent à qu'est-ce qu'on veut faire, qui sera concerné, comment on veut le faire et surtout le pourquoi. Parfait, parfait. OK, parfait. Donc, euh, je sais, tu sais, j'ai mon groupe que je veux. Donc, si je comprends bien, tu sais, j'ai la clientèle, j'ai le groupe, j'ai le groupe que je veux mettre, que je pense que je me dis, OK, parfait, je vais être plus inclusif pour telle catégorie de personnes. Donc, tu sais, ça peut être la communauté noire, ça peut être la communauté LGBTQ+, ça peut être les personnes vivant avec un handicap, même au niveau de des clients qu'on veut avoir ou les fournisseurs qu'on veut desservir. Mais là, tu sais, on est tous dans des organisations, puis on ne va pas se le mentir, on veut tous faire de l'argent. Tu Mm. sais. Donc, comment une politique, parce que moi, je pense que EDI, c'est un très grand concept. Ouais. C'est un très grand concept, c'est très qualitatif, si je peux dire ça comme ça. Ce sont des procédures, des politiques qu'on met en place dans une organisation. Mais quand on est quand même dans une entreprise où on est entrepreneur, mais on parle aussi de stratégie d'affaires. Puis on sait que stratégie d'affaires, ça se définit comme étant la manière pour laquelle on aura des ressources à allouer pour atteindre des objectifs précis. Et souvent, ces objectifs-là ont un coût financier. Absolument. Donc, maintenant, comment on est capable de calculer le coût financier mis à l'EDI? Comment je peux dire que ben, si j'ai des employés, si je décide d'avoir un certain nombre d'employés avec un handicap X, Y, Z, comment je peux dire que ça va avoir une retombée financière dans mon organisation? Il y a quelque chose, est-ce que ça se calcule? Est-ce que ça se calcule d'une façon? Parce qu'à la fin de la journée, on a beau avoir toutes les politiques, comme je dis tantôt, cocher les cases pour dire que j'ai tous mes quotas, mais financièrement, comment ça peut se transmettre? Parce qu'éventuellement, il va falloir qu'il y ait une donnée financière. Les entreprises qui ont des processus plus inclusifs sont sur le marché favorisé. Hein, il y a une étude qui a été faite au niveau international et qui dit que les multinationales
qui ont le plus de diversité dans leur sein ont déposé plus de brevets que d'autres organisations lorsqu'on a regardé sur une période de 10 ans. Ce qui veut dire, c'est bénéfique, hein? C'est ces multinationales qui ont plus de diversité. Alors, plus de diversité dit qu'ils ont plus de points de vue différents. Ils ont plus de perspectives différentes aussi. Et là, parce qu'ils ont des points de vue différents puis des perspectives différentes, ben souvent les produits qu'ils créent répondent à la réalité des populations qu'ils servent. Hein? Ça répond à la réalité de leur clientèle parce que leur clientèle est reflétée, on pourrait dire, au sein de ces entreprises. C'est une étude qui a été faite sur une période de 10 ans a réalisé que les organisations qui étaient plus diversifiées, hein, et qui avaient des pratiques plus inclusives, hein, qui étaient intentionnelles dans cette diversité, avaient déposé bien plus de brevets que d'autres organisations qui étaient plus traditionnelles, on pourrait dire. Est-ce Euh, au qu'il y a niveau un exemple, d'émergence d'idées, hein, mhm. alors ça crée une plus grande créativité. Tu avais une question que tu voulais rajouter? Oui, mais est-ce que tu aurais un exemple concret proche de chez nous? Parce que souvent, ces études-là, c'est souvent des études qu'on peut voir aux États-Unis ou en Europe. Et nous, on est ici, puis on se dit, bon, comment on va faire pour l'atteindre? Ou, tu sais, on se dit, bon, ben, peut-être eux, ils ont plus de budget, donc ça fait qu'ils sont plus capables. Comment on est capable de voir, tu sais, de manière locale? Est-ce qu'il y a des entreprises de manière locale qu'on est capable de se dire, bon, on pourrait peut-être regarder ou s'inspirer d'eux? J'ai pas une entreprise que je peux te dire, oh, voilà leur chiffre d'affaires. Ça devrait exister, c'est sûr que ça existe au Canada, tu sais, ou même au Québec, c'est sûr qu'on pourrait en trouver. Mais je pourrais te donner peut-être l'exemple de la STM, hein, les services de transport de Montréal, Mhm. qui en 2014, en 2019, une personne a décidé comme de tester l'accessibilité de nos services de transport, de notre réseau de métro en particulier dans la région de Montréal. Et cette personne, athlète, hein, athlète paralympique, qui vit avec un handicap au niveau de la mobilité, où ce que, oui, cette personne peut se mettre debout, mais ne peut pas marcher une longue distance sans avoir l'aide de soit un bâton ou de chaise roulante. Puis cette personne a voulu tester la possibilité d'utiliser notre réseau de transport. Au moment qu'il l'a testé, je pense en 2014, ouais, en 2014 qu'il a fait ce test-là, sur les 68 stations de métro que l'on avait, il y avait juste 14 stations qui avaient des ascenseurs. Et c'était très difficile pour cette personne-là d'utiliser certains aller de A à Z, A à B sur la route parce que justement, il y avait beaucoup de stations de métro qui n'avaient pas d'ascenseur. Alors, c'était une question de très dangereux, équilibre hein, pour descendre les escaliers en utilisant les escaliers roulants et en portant sa chaise. Et puis là, on parle d'un athlète. Hein. Si ce n'était pas une personne qui est athlète, je ne suis pas sûre que d'autres personnes pourraient. Puis cette personne a fait les tests. Il y a eu un article qui a été publié qui parlait de son expérience. Ben, les services de transport ont pris, j'imagine, cette information-là. Puis quelques années plus tard, 2019, on parle au lieu de 14 stations de métro qui ont des ascenseurs, maintenant il y en a 25. Et ils ont des plans que d'ici 2025, on sera à plus de 40 stations de métro qui auront des ascenseurs. Alors là, ces choses-là, ben, financièrement pour STM, c'est que plus de personnes vont utiliser parce que justement, il y a les ascenseurs. Et encore une fois, ce n'est pas juste les personnes qui vivent avec un handicap, mais ça peut être les personnes âgées, ça peut être les personnes qui vont normalement se déplacer peut-être avec beaucoup de sacs et que pour X, Y raison, au lieu de prendre le taxi, eh bien, je sais qu'à telle station, je pourrais avoir un ascenseur et je ne serais pas pris à monter
10 000, mes 5 000 sacs, là, ou tout ce qui est lourd avec moi à monter dans le métro. C'est un effet direct sur leur chiffre d'affaires que plus de personnes vont utiliser leur service. Mhm. Donc, ça veut dire que je pense qu'on a tous au moins utilisé au moins une fois le transport en commun. On connaît plus ou moins le tarif aussi d'un passage du transport en commun. Donc, si on se dit sur une journée, une centaine de personnes utilisent tout notre réseau sur différents points d'accès. Présentement, je crois que c'est rendu plus ou moins 3,75 $ par 100 par point d'accès. Ça fait quand même Oui, un nombre élevé là, de chiffre d'affaires pour la journée pour un seul passage. Donc, exactement. euh, ça veut dire que tout simplement, cette notion d'inclusion dans tout notre processus d'appliquer des politiques EDI rapporte au chiffre d'affaires. Oui, c'est vrai, il y a une dépense d'entreprise éventuellement parce qu'il faut mettre en place intentionnellement des processus ou des actions ou changer. Dans le cas de l'NCM, ça a été de réaménager les stations de métro. Dans une autre organisation, ça peut être tout simplement de créer une rampe. Dans d'autres organisations, ça peut être tout simplement d'avoir une diversité de fournisseurs aussi avec qui ils font affaire. Donc, ça veut dire qu'au final, oui, il y a une dépense qui est faite, mais il y a quand même un retour sur l'investissement qui est quand même donné à ces communautés-là qui permettent, comme on dit, à chaque personne de se sentir inclusif et écouté. Absolument. Donc, ça veut dire que j'ose croire, parce que je suis quelqu'un qui aime un peu les maths, pas beaucoup, mais j'aime faire les maths avec les concepts. Donc, j'ose croire que si je pose cette équation, on devrait avoir une réussite. Ça veut dire, on a parlé d'une stratégie d'affaires que c'est d'allouer des ressources pour atteindre des objectifs compte tenu de la concurrence ou les objectifs d'affaires qu'on veut faire. Plus des politiques EDI avec cette notion vraiment inclusion que je pourrais mettre I exposant 2 ou exposant à l'infini, si vous voulez, où vraiment on a des pratiques qui sont vraiment à l'action, des moyens qui sont vraiment tangibles. Et je peux ajouter aussi à cette équation-là un système d'imputabilité ou un système intentionnel de poser des actions pour être vraiment inclusif avec la diversité que nous avons dans nos organisations. Et si on additionne le tout, ça veut dire qu'on est gage de succès. Ça veut dire qu'il y a une réussite autant auprès de l'organisation d'atteindre ses objectifs EDI. Il y a une réussite d'inclusion auprès des communautés la communauté diversifiée sur laquelle on veut toucher. Parce que comme on l'a mentionné tantôt, on ne peut pas nécessairement toucher toutes les communautés. Mais il faut déterminer quelle communauté aussi qu'on veut toucher et quelles sont les actions qu'on va poser. Donc, cette réussite-là, oui, il y a une réussite financière, mais est-ce qu'il y a aussi une réussite pour la société? Parce qu'à la fin de la journée, je pense que si on est tous ici présents, c'est que oui, on veut savoir, mais ces pratiques-là qu'on fait dans nos organisations, est-ce qu'il y a un héritage qui va être laissé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va être laissé dans cette société-là? Donc, est-ce que la réussite, elle peut être aussi de manière sociétale? Moi, je poserais la question d'un autre sens. Et vraiment, c'est par rapport à la société. Mhm. Je te poserais la question de dire, est-ce qu'une entreprise peut encore se permettre de ne pas porter attention à l'EDI? En 2025, là, 7 personnes sur 10 dans nos entreprises seront des personnes qui sont de la génération milléniale, c'est ça, les milléniaux. Milléniaux, oui. Pour cette génération, hein, les questions d'équité et diversité, c'est la norme. Mhm. C'est que ces gens-là, hein, si votre entreprise ne répond pas à ce qu'ils considèrent comme la norme, ils ne vont pas rester. On est à une époque, on sort de la pandémie où le recrutement est difficile. Il y a des entreprises qui ferment parce qu'ils n'arrivent pas à recruter. Il y a des entreprises qui ferment parce qu'ils n'arrivent pas à garder leur personnel. On sait que ça coûte cher de former du personnel. Mhm.
C'est clair, on se dit, je vous dis, en 2025, là, c'est autour du point, là. Tu sais, c'est comme, tu ouvres ta porte, puis t'es dans 2025. 2025 est au cours de la porte. Je dis que 7 personnes sur 10 dans vos entreprises seront cette génération qui, pour eux, l'EDI, c'est la norme. C'est que si une entreprise considère qu'elle a le luxe de ne pas s'inquiéter de ces questions, bonne chance pour comment elle va pouvoir se maintenir. Wow, 7 sur 10 quand même, c'est beaucoup. Oui. Beaucoup, ça veut dire que dès maintenant, on doit se poser la question, pas juste de se dire, OK, parfait, j'ai une politique d'équité, diversité, inclusion. Oui, oui, mon entreprise est diversifiée parce que, bon, j'ai des personnes de toutes les communautés ou quoi que ce soit. Mais c'est vraiment de se dire, ben, OK, parfait, comment ces communautés-là sont inclusives dans mon organisation? Ça, c'est une chose, mais aussi la clientèle que je veux viser. Parce que 7 sur 10 qui vont, pour eux, que c'est la norme, les politiques de EDI, ne vont pas juste le voir à l'intérieur de l'organisation, mais ils vont aussi le voir sur les populations qu'on dessert. Donc, ça veut dire qu'eux-mêmes, ils veulent se sentir impliqués selon la clientèle qu'on dessert, mais aussi auprès des fournisseurs qu'on fait affaire, auprès aussi. Donc, ça veut dire que dès maintenant, il va falloir je pense que dès maintenant, en tant qu'organisation, il faut se poser la question de voici le diagnostic que nous avons à l'interne et qu'est-ce que nous devons faire de manière concrète. Et on s'entend que c'est quelque chose qui se met sur le temps, là, parce qu'on s'entend, il y a des études, ça prend, c'est sur 10 ans, c'est sur 5 ans, on ne va pas régler tous les problèmes aujourd'hui non plus. Mais se dire que si d'ici, on a la donnée claire et précise, d'ici 2025, 7 personnes sur 10, la notion d'équité, d'équité, diversité, inclusion, c'est la norme. Donc, il va falloir se demander comment je suis capable de d'ici 2025, avoir des actions concrètes, avoir des politiques concrètes avec des résultats concrets aussi, qui éventuellement va nous permettre d'augmenter notre chiffre d'affaires, d'augmenter la richesse auprès de ces communautés qu'on dessert, augmenter aussi tout simplement, comme on disait tantôt, la diversité au niveau de la table, des postes décisionnels et des discussions qu'il y a. Je crois que Patricia a levé la main. Oui. Est-ce que je Oui, peux vous poser une question? oui, absolument. Oui, parfait. Puis je veux vous dire, vous êtes, mon Dieu, que vous êtes bonne et pertinente. J'adore ça. Euh, et puis, la réflexion que je me posais, c'était celle-ci de dire, ben, j'ai envie d'entendre c'est quoi les barrières encore? Parce que au-delà de dire, ben, tu sais, il y en aura 7 sur 10 et tout ça, il y a encore des gens qui embarquent pas là-dedans. Puis, j'aime Descherling, le parallèle que vous faisiez avec la rentabilité, mais j'aime pas beaucoup attribuer une rentabilité à un individu selon qu'il, tu sais, qu'il provienne. Je veux dire, rendu là, on n'engage pas des gens issus de la diversité sur une question de rentabilité. On engage parce qu'on croit à la richesse que cette personne-là amène autant qu'une autre. Par contre, il y a encore des entreprises qui font pas le pas. Et moi, je suis curieuse de savoir, c'est quoi les plus grandes barrières? Pourquoi? Comment on va amener ces gens-là à y croire et à voir et à reconnaître la richesse? Parce que moi, c'est là où ce que des fois, tu sais, il y a Montréal et Montréal, je pense, qu'il est un bel exemple justement au niveau de la diversité, mais quand on s'en va dans des régions plus éloignées, ben, des fois, c'est encore moins représenté et j'ai l'impression que c'est là où on fait face à énormément de barrières, mais c'est quoi ces barrières-là? Puis comment, doucement mais sûrement, on amène les gens à les abaisser? Super bonne question. Puis ça ramène au début de la conversation, je vous ai mentionné que pour pouvoir bien comprendre l'équité, la diversité et l'inclusion, il faut aussi comprendre les biais inconscients. Hein? Certaines personnes disent biais inconscients, d'autres personnes vont dire préjugés inconscients. Il y a un exercice que j'aime faire lorsque j'ai des discussions au niveau des biais inconscients qui s'appelle le cercle de confiance, où ce qu'on se fait un tableau, puis dans le tableau, la première colonne, on met le nom de personnes qu'on a confiance, hein, des personnes qui font partie de notre cercle de personnes intimes. Puis souvent, on dit, ces personnes-là ne doivent pas être reliées, alors ils ne doivent pas être de votre famille, alors
partenaire, pas d'enfants, cousins, cousines, non. On parle vraiment de personnes qui sont en dehors, n'ont pas d'affiliation familiale et qui font partie de votre cercle de confiance. Et puis, ça, c'est la première colonne. Puis les autres colonnes, ce sont des marqueurs identitaires. Alors, le genre, l'âge, le niveau d'éducation, les origines culturelles, etc., etc. On peut mettre autant de marqueurs identitaires que l'on veut. Puis là, l'exercice consiste à faire une coche lorsque ce marqueur identitaire est similaire à nous. Hein? Alors, c'est vous la personne qui est au centre. Hein? Alors, quand les marqueurs identitaires sont similaires, on fait une coche. Et lorsque le marqueur identitaire est différent, on fait une croix. Puis là, c'est vraiment simplifié. Hein? Je ne veux pas dire que automatiquement, l'un veut dire quelque chose versus l'autre veut dire quelque chose. Mais après, on regarde le tableau, il y a des réflexions à se faire autour de qui dans mon entourage me ressemble versus combien de personnes dans mon entourage sont différentes de moi. Puis l'idée, ce n'est pas de dire que si votre tableau, il est juste avec des coches, alors qu'il est très homogène, ce qui veut dire votre cercle de confiance est très homogène, ce n'est pas de dire que vous êtes plus inclusif, que vous êtes moins inclusif, et vice-versa. Hein? Si votre tableau est plein de croix, ça ne veut pas nécessairement dire que vous êtes plus inclusif. Mais l'idée, c'est de plutôt se faire une réflexion sur comment on fait des connexions. Puis dans ce processus où on fait des connexions avec les gens, comment aussi on crée l'exclusion? Hein? On regarde notre cercle de confiance puis on se dit, mon Dieu, moi j'ai fait l'exercice, hein? Je travaille dans ce domaine-là depuis plus d'une quinzaine d'années. J'ai fait l'exercice puis je me suis dit, mon cercle de confiance là, j'ai pas beaucoup de personnes qui vivent avec un handicap. J'ai pas beaucoup de personnes peut-être qui font partie des communautés musulmanes. Et puis là, tu te fais des réflexions, puis là, tu te dis, OK, ça m'envoie le message que la façon que je fais des interactions, d'une certaine façon, j'ai exclu certains groupes. Puis là, je pose ma question de comment je peux m'exposer à la réalité de ces groupes-là. Les gens, en général, pensent qu'ils sont impartials. Mais avec les biais inconscients, très rapidement, on se rend compte qu'on n'est jamais aussi impartial qu'on le pense. Puis que pour pouvoir passer au-dessus de ces biais inconscients puis faire des connexions, on doit être intentionnel. Puis là, quand je vous dis être intentionnel, hein, je ne vous envoie pas le message de commencer à être ami avec toute personne qui est différente, hein, qui est dans votre entourage. Ce n'est pas la responsabilité de la personne qui vit avec un handicap qui est dans votre compagnie. Ce n'est pas sa responsabilité de faire votre éducation. Mais il y a des choses que l'on peut faire qui vont nous ouvrir les yeux sur la réalité de certains groupes. Ça peut être travailler avec un organisme qui travaille avec certains groupes. Ça peut être de fréquenter des espaces qui sont occupés par certains groupes ou qu'on n'est pas exposé avec leur réalité. Puis c'est simplement ça, c'est le fait de, puisqu'on n'est pas exposé à ces groupes-là, on ne connaît pas leur réalité. Puis des gens vont traverser leur vie comme ça sans jamais comprendre la réalité de certains groupes. D'où revient, quand je vous dis d'avoir une stratégie qui est qui, quoi, comment, mais surtout pourquoi ça devient nécessaire. C'est que pour moi, hein, quand une entreprise dit qu'ils ne veulent toujours pas faire le travail, ils n'ont pas vraiment compris le pourquoi c'est nécessaire de faire le travail. Parce que par-delà les retombées financières, il y a des réalités de vie que certains groupes sont encore en train de vivre alors qu'on est en 2023 qui sont vraiment discriminatoires. Et Julie, c'est vraiment... Excuse-moi, Non, Charlotte, je t'ai coupée. C'est parce que durant la présentation, je peux vous dire que ça a été très tranquille dans le clavardage. Je pense qu'on on s'abreuvait de tout ce que vous apportiez. Et puis là, ça suscite effectivement des questions. Puis c'est vraiment super intéressant parce que des questions, des fois, de mettre, comment le mettre en action. On a parlé du cercle de confiance, mais Stéphanie aussi pose la question à savoir, est-ce qu'il existe des modèles de politique EDI? L'idée, c'est de savoir par où on commence, qu'on pourrait mettre à l'interne, qu'on pourrait utiliser au moins ne serait-ce que comme une base pour mettre en place au sein de l'entreprise parce que c'est ça, c'est de savoir par où commencer.
Il n'y a pas de one size fit all encore. C'est dommage, je pense, quand les gens pensent qu'il y a une seule façon. Puis c'est pour ça que je vous ai mentionné le travail du docteur Livingstone. J'essaie de voir si je peux mettre l'image dans le clavardage de ce modèle. Un modèle qui s'ancre au niveau de l'éducation, au niveau de la conversation et au niveau de l'action. J'essaie de voir, est-ce que il y a un moyen pour moi de partager cette photo. Et en théorie, c'est ça, quand tu es dans le clavardage en bas, il y a comme une petite feuille avec le coin replié, fichier, puis C'est par ce là, que ça je devrait être cherche possible. présentement. C'est que je ne parle pas présentement parce que je cherche cette photo que je veux partager Excellent. avec vous. Sinon, on pourra le remettre par la suite, il n'y a pas de problème. Alors, voici, alors c'est ancré comme ça, il faut commencer par l'éducation, hein, où ce qu'on sensibilise, parce que comme je vous dis, la majorité des gens vont traverser leur vie sans jamais avoir conscience qu'ils répètent, hein, des préjugés inconscients, qu'ils répètent des stéréotypes, qu'ils répètent des barrières, des procédures qui présentent des barrières. Et ils vont traverser leur vie comme ça sans jamais s'inquiéter de ça. Mais alors, ça devient important de commencer avec ce premier élément qui est l'éducation, la sensibilisation, après d'aller dans la conversation. Pour soutenir ça, il faut des données. Puis, encore une fois, les données doivent être désagrégées. Parce que des données en général, qui ne sont pas désagrégées, vont museler la réalité de certains groupes. Quand on les regarde plus en détail, c'est là qu'on regarde la vraie réalité de certains groupes. Et après, c'est des plans d'action. Des plans d'action où on met des choses, on met des mesures en place. Un exemple de mesure, alors je m'éloigne du milieu d'entreprise et je vais dans le milieu artistique. Qui est-ce qui a déjà entendu parler des auditions aveugles? C'est un peu inspiré de toutes ces compétitions de chant, là où on ne voit pas la personne et puis après on voit la personne. Ben ça, là, c'est inspiré de quelque chose qu'un orchestre, au niveau international, s'était rendu compte que parmi ses musiciens et musiciennes, il n'y avait pas beaucoup de femmes. On parlait de moins de 10%. Et ça a commencé, à un moment donné, je pensais des exécutifs, ça a commencé à se poser des questions. Est-ce que vraiment les femmes sont moins bonnes musiciennes ou les personnes de genre divers sont moins bons musiciens que les hommes? Et là, ils ont commencé à dire, est-ce qu'il n'y a pas potentiellement des biais inconscients qui sont en jeu? Alors, ils ont commencé à dire, OK, on va commencer à faire des auditions aveugles où ce que les gens auditionnaient, mais avec rideaux fermés. Alors, ils se disaient, le fait qu'on ne voit pas la personne, on va avoir, ça va nous rendre plus impartial, puis on va vraiment vraiment se concentrer sur la façon que cette personne joue. Juste en faisant ça, ils ont tout de suite remarqué une augmentation du recrutement du niveau de femmes dans l'orchestre. Mais Et c'est là, original, c'est ingénieux. ils ont poussé plus loin où ce qu'ils ont dit, ben, on va aller plus loin que juste fermer les rideaux, mais on va leur demander d'enlever leurs chaussures. Parce qu'ils ont réalisé que les femmes qui avaient des talons faisaient que le cliquetis leur faisait réaliser, ah, c'est une femme versus un homme. Alors, ils ont été fermés rideaux et en plus enlever chaussures. Et cet orchestre maintenant est à 52% femmes versus 48% Naturellement. hommes. Hmm. Alors, il y a des choses concrètement que l'on peut faire qui vont justement... Alors, en ressources humaines pour recrutement, et analyser des CV en enlevant les informations qui pourraient potentiellement nous amener des biais. Donc, Connaître les biais. donc c'est vraiment si, tu sais, pour répondre à la question, tu sais, c'est pas tant de voir quels sont les modèles de politique qui est déjà existant, puis essayer de copier dessus pour partir de quelque chose. C'est vraiment, au final, de faire le diagnostic de qu'est-ce qu'on a dans notre organisation,
diagnostic aussi. Donc, si on est un peu dans le domaine, on va dire, des ressources humaines, c'est de faire le diagnostic de la manière qu'on fait nos processus de recrutement, par exemple. Est-ce que voici la composition de mon organisation? Est-ce que j'ai plus de femmes, plus d'hommes? Est-ce que j'ai plus de communautés culturelles ou autres? Comment ça se passe dans mon recrutement? Et de voir qu'est-ce qu'on peut faire différemment. Et c'est en bâtissant ce plan d'action-là qu'on va être en mesure de bâtir des politiques qui vont être à l'image aussi de vos organisations. Donc, au final, il y a beaucoup d'essais-erreurs aussi, Junie, de ce que je comprends aussi. Puis c'est d'accepter qu'on pourrait faire des erreurs parce qu'on ne pourra pas avoir du A+ partout. Et l'autre idée que je peux ajouter à ça, aujourd'hui, c'est un début aussi de voir quelles sont les pratiques qu'on peut faire. Tu sais, on lance des idées en ce moment, on vous partage aussi qu'est-ce qui s'est fait dans d'autres organisations, mais aussi c'est de voir, comme on disait, lorsqu'on fait le cercle de confiance, mais c'est de se dire, OK, parfait, je remarque que peut-être mon cercle de confiance n'est peut-être pas assez diversifié, il n'est pas inclusif, je ne sais pas trop qu'est-ce qui se passe dans d'autres communautés que j'aimerais apprendre à connaître, mais c'est de se mettre des fois dans ces environnements-là. Et c'est pour ça qu'au départ, on a fait l'exercice du niveau de confiance, du niveau de confort, pardon. C'est que lorsque vous allez aller dans un événement, tu sais, par exemple, je prends l'exemple pour Audace au féminin, nous avons le Salon international de la femme noire qui se fait à chaque année au mois d'août. Donc, lorsqu'on décide de dire, OK, parfait, mais moi, je vais venir à l'événement, mais on n'est pas habitué avec la communauté noire ou on n'est pas habitué avec la réalité des femmes noires, on peut se sentir un peu inconfortable à arriver au salon, mais c'est de se dire, OK, mais mon niveau d'inconfort est comment et qu'est-ce que je veux apprendre? Où je me laisse cette ouverture, parce que je pense que ce qui est important aussi dans toute cette notion de ce concept de DI et de cette mise en action, donc tout le processus, c'est aussi cette ouverture qu'il faut avoir, cette ouverture de se dire, je veux apprendre de cette communauté-là, cette ouverture de se dire qu'à l'intérieur de mon organisation, voici le portrait de diversité que j'ai et je veux apprendre à les connaître. Donc, tout avoir cette conversation-là et de se dire qu'elle peut être inconfortable, c'est normal. Et de se dire aussi, moi, je veux apprendre. Puis ça se peut qu'on soit maladroit. On est, tu sais, je veux dire, à la fin de la journée, nous sommes des êtres humains. On peut se le permettre. On peut se le permettre et de se dire aussi de voir, si je suis maladroite, et de placer la table, comme qu'est-ce qu'on a fait au début, de placer la table pour se dire, écoute, je pourrais être maladroite, je vais peut-être dire quelque chose qui va paraître un peu, ça va être peut-être sorti croche, ça va être, mais je ne veux pas créer de malaise, je veux tout simplement apprendre. Et je crois qu'avoir ce réflexe-là et de le mentionner, mais la personne qui va le recevoir, elle va savoir aussi comment vous aider d'aller de l'avant. Puis je pense que c'est quand même c'est des pistes de solutions. On ne va pas tout régler aujourd'hui, mais je pense que si on connaît certaines données, puis on décide de s'éduquer, on décide d'être ouvert, d'avoir cette ouverture-là, éventuellement, on va avoir des entreprises qui seront beaucoup plus inclusives, puis on va le voir dans certains procédés, dans certaines actions. Et éventuellement, cette inclusion, comme je disais tantôt, à la fin de la journée, on est tous dans le milieu d'affaires. Il va falloir mettre un chiffre financier, mais on va voir ces retombées-là et on va être en mesure de se dire, voici qu'est-ce que mon organisation a fait, voici l'impact que ça a donné et voici comment on est capable de le chiffrer parce que ce n'est pas juste à l'intérieur de l'organisation, mais ça se découle aussi auprès des clients qu'on dessert, des fournisseurs que nous avons, des événements aussi que nous faisons et le taux de participation, la rétention d'employés. Et je pense que ça va aller, ça se découle vraiment. C'est vrai, tout à fait. Hey, Charline, j'aimerais peut-être rebondir sur ce que tu parlais au niveau de l'inconfort ou des fois la peur de faire des faux pas. Ça m'amène à une question qui a été posée que je trouve fort intéressante de Julie. Elle dit, comment comme personne alliée, je peux représenter les différentes réalités? Est-ce que je peux me permettre de parler pour eux?
C'est une très bonne question. Oui, il y a un beau souci qui est Oui, derrière ça, puis oui, je le partage. oui, c'est une très, très bonne question et je vais y répondre à deux niveaux. Puis, Junie, je vais quand même t'inviter aussi à ajouter ton expertise dessus. Oui, puis peut-être avant de te laisser peut-être débuter, c'est sûr Oui, que, tu sais, je pense qu'on pourra parler encore pendant des heures, mais peut-être que, tu sais, par souci aussi du temps, tu sais, on pourrait peut-être, tu sais, faire y aller assez rondement, puis à la limite, on oui, pourra peut-être le faire d'une autre façon, mais je trouve que ça vaut la peine qu'on puisse y répondre, là. oui, 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 puis on va pouvoir finir sur cette question. Puis, comme je le dis, Super. tu sais, n'hésitez pas. Audace au féminin, c'est un mouvement inclusif. On connaît, comme on dit, nous mettons en lumière les femmes noires qui brillent dans l'ombre, donc on connaît leur réalité. On connaît aussi certains défis. On a monté certains programmes pour être en mesure de les aider. Mais si vous, à l'intérieur de vos organisations, vous avez encore des questions, ça va nous faire plaisir qu'on se fait un café virtuel, un lunch en présentiel pour qu'on puisse continuer la conversation. Ça, c'est sûr et certain. Pour répondre à la question qui a été posée, ça dépend encore une fois à qui qu'on veut, à qui qu'on porte cette conversation. Je m'explique. On va faire une présentation, par exemple, dans un événement où on parle d'inclusion, on est capable de on est capable de parler pour notre communauté. Mais des fois, c'est bien d'avoir une personne de cette communauté qui vienne avec vous à cet événement-là. Parce que cette personne-là, elle va être encore le meilleur ambassadeur pour dire comment vous les avez aidés selon les différents services que vous offrez. Ça se peut aussi ce qu'on peut faire aussi, c'est d'avoir des témoignages de ces gens-là. Peut-être avoir une vidéo qui présente cette communauté. Parce que souvent, on va se dire que, OK, mais parfait, moi, je suis la voix pour tous. Mais qui est mieux? Ce sont vos bénéficiaires qui sont capables de parler, de dire, ben, écoutez, moi, je bénéficie des activités de telle organisation qui représente voici, voilà, voilà. Donc, je sais que la personne qui a posé la question, je ne sais pas exactement dans quel secteur que vous êtes ou qu'est-ce que vous faites exactement, quelle est votre mission, mais souvent, c'est que ces bénéficiaires-là, s'ils vous accompagnent dans vos activités, s'ils sont là présents lorsque vous faites des représentations ou que vous êtes dans des événements ou autres, ben, ce sont les meilleurs ambassadeurs. Ça, c'est un élément que je pense que éventuellement, pour être en mesure de parler pour tous, lorsqu'on a une personne qui nous accompagne de ces communautés-là, ben, ça renforce un peu la communication, le message qu'on veut passer. Junie, tu en penses quoi pour qu'on Puis puisse... Julie répond à ta question, dans quel secteur? On parle de nos BNL en santé mentale, donc c'est tout à propos. Parfait. De mon côté, je suis une croyante de nothing without us. Et je m'explique, hein, nothing without us. Alors, je peux pas me situer et dire que je suis la voix, je sais pas, de la communauté de personnes vivant avec un handicap. J'ai pas leur réalité. Alors, mais je crois qu'il est toujours bon de laisser la porte ouverte, hein? Alors, de faire savoir, de donner les opportunités. Alors, si c'est dans comment on participe dans une réunion, ben de s'assurer qu'il y a l'espace pour que tout le monde se sente à l'aise de pouvoir parler. Hein, qu'on ne remplit pas tout l'espace, puis que à ce moment-là, ben, les gens se disent, ben, ça ne sert à rien, on ne m'a pas donné, hein, on m'a pas donné le temps de pouvoir échanger. Je suis vraiment plutôt dans le sens de qu'est-ce que je peux faire pour aider, c'est de donner le soutien et l'encadrement nécessaire pour que ces groupes-là puissent avoir la parole, leur donner l'espace. Alors, pensez, il y a des dates, hein, il y a des dates dans notre calendrier. On a des jours qui soulignent la journée de la femme. On a les journées qui soulignent les discriminations. Eh bien, dans vos entreprises, soulignez ces dates-là en donnant l'opportunité aux différents groupes de dire, ah, il y a telle journée qui vient. Est-ce que vous voulez qu'on fasse quelque chose par rapport à ça et leur donner la parole? Vraiment, je suis vraiment une forte croyante de nothing without us. Hein? Il n'y a rien. Puis même pas, souvent les gens vont dire,
rien qui nous concerne sans nous. Hein? Non, moi, je dis rien sans nous. Mais, Junie Descherling, je vois justement le temps qui passe. Un énorme merci. Puis j'ai envie de dire, c'est vrai que des fois de parler à la place de, c'est peut-être pas la meilleure manière de faire. Par contre, de parler de notre expérience positive avec ça, toutefois, moi, c'est un engagement que je souhaite prendre au quotidien et qui démontre justement la valeur ajoutée humaine, tu sais, d'être entouré de gens de tous les horizons. Donc, moi, c'est ce que je retiens, puis c'est ce que je veux continuer à faire. Un énorme merci à vous deux. Je réitère notre invitation à l'idée de si vous aviez cette envie d'en apprendre davantage, de pouvoir poser des questions. N'hésitez pas à pouvoir vous adresser aux gens chez Audace au féminin. Et comme l'a dit Descherling, ben, ça va leur faire plaisir de pouvoir discuter avec vous. J'ai le sentiment qu'on aurait pu avoir un webinaire de 3 heures et qu'on aurait pu susciter énormément de discussions. Mais bon, voilà, fallait mettre un temps. Donc, un énorme merci. Merci également à Joanie. Et merci à chacune d'entre vous d'avoir participé à ce webinaire.